Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Homie Moms avec Maëva. Aujourd'hui, le thème est un thème que j'apprécie particulièrement, qui va être l'arrivée du deuxième bébé. Donc, je vais la laisser se présenter et puis on va parler de ce sujet ensemble. Hello Joanne, Hello. Hello tout le monde, je m'appelle Maëva, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants. Ça passe vite, de 4 ans pour ma fille, mon fils va avoir 8 ans. Et voilà. Oui. Ouais. Comment ça s'est passé avec ton premier en termes d'expérience? Ouais. Ouais, dis-nous. Le premier, enfin moi si tu veux, je pense que depuis que j'ai 4 ans, je sais que je vais être maman. C'est acté, je regardais des livres sur la maternité, je saoulais ma mère pour un bébé, donc quand il y a eu ma petite sœur, tu vois, on rigole un peu en disant qu'on l'a voulu ensemble en fait, finalement ma sœur, tu vois, je suis l'aînée on est 5 en tout. Donc, en fait, j'ai toujours materné, en fait. J'ai toujours été la maman de tout le monde. Il y a un peu, pas une malédiction, mais un truc dans ma famille, en fait, où toutes les femmes ont des enfants à 20 ans. Donc, moi, c'était un peu panique à 20 ans, où je me suis dit, je fasse très gaffe, tu vois, 19, 20 ans, pour pas avoir d'enfants et tout, parce que toutes les femmes, en fait... c'est-à-dire que moi, je suis l'aînée, ma mère, elle est née, ma grand-mère, elle est née, mon arrière-grand-mère, je crois que c'est l'aînée aussi. Donc, toute la lignée, en fait, du côté de ma mère, elles ont des enfants à 20 ans et c'est une fille. Donc, panique à bord. Finalement, je suis tombée enceinte à 27 ans. Je suis tombée enceinte à 27 ans, c'était pas prévu. On s'en rend compte. Moi, j'avais des cycles hyper irréguliers, catastrophiques. Après, j'étais avec mon copain depuis 4 ans. On s'en rend compte, j'en suis à 5 mois de grossesse. Waouh! Ouais. Donc là, express. En France, du coup? Ouais, en France. Ouais, heureusement, parce que je n'ose même pas imaginer en Australie ce que ça aurait été. Ouais, et du coup, il y a plein de check-up prénataux qui sont pas possibles, tu vois, par exemple la trisomie, les trucs comme ça, donc on est là, ok, let's go. Enfin, de toute façon, moi j'avais toujours dit, si je tombe enceinte, on garde l'enfant, lui était au courant, tu vois, ça a toujours été un truc, donc on était, let's go. Sauf qu'il a fallu aller super vite, et en fait, je pense que je m'étais tellement préparée avant à être mère que pour moi c'était ok. Et donc direct, on apprend le sexe, et moi je suis là, c'est une fille, quoi. Normal. Non, c'est un garçon. Ok. Donc le premier garçon du côté de ma mère, une dinguerie, parce que on n'a que des nièces, que des cousines, que des sœurs. Donc vraiment du côté de ma mère, c'était incroyable. Nouveau. On décide de... c'est même pas on décide, en fait. Tout s'accélère, ça se passe bien, mais en fait, on était déjà dans un process de rupture plus ou moins. Moi, j'avais dit, je peux aller chez ma mère. Finalement, il m'a dit, non, je vais être un père incroyable, tout va bien se passer. Puis j'ai senti que ça allait pas être un père. Et du coup, j'accouche. T'as accouché toute seule ou t'étais quand Non, même il était là. accompagnée? Il était là, mais si tu veux, ça a été un accouchement compliqué parce que j'arrivais pas à sortir mon fils, j'arrivais pas à pousser. Mon plan d'accouchement, moi, ça aurait été, tu vois, je suis partisane, surtout maintenant, je suis partisane du on me touche pas, on me fait rien, on me laisse accoucher. Là-bas, c'était plus médicalisé en fait, donc c'était compliqué. Au final, j'étais restée à la maison jusqu'à ce que je perde les os. Donc j'arrive, je suis à 9 de dilatation, tu vois. Donc et en plus, j'ai des accouchements longs, donc j'avais fait déjà 38 heures, je crois, de contraction toute seule. Lui me rejoint après le travail parce qu'il bossait de nuit, il m'emmène. Au final, les sages-femmes, elles sont là. Il y a un problème psychologique, ça sort pas, voilà. Et je le regarde et en fait, je sais même pas comment on a fait. En fait, il m'a attrapé et j'ai réussi à pousser notre fils, tu vois. Et voilà. Et là, après, ça a été compliqué parce que un coup, il était là, un coup, il était pas là. Ma mère a été présente, mes amis, ma belle famille aussi, voilà. Mais j'ai passé des nuits, tu sais, en plus, ce qu'on appelle la nuit de Java, là, la nuit où toi, t'as les hormones qui baissent, mais le bébé a les hormones à bloc et tout. J'ai pleuré toute la nuit. Le matin, j'étais là, je vous en supplie, laissez-moi dormir et tout. Je pense que le mot s'était passé auprès de toute l'équipe qui a été super. Donc, la polyclinique de l'Ormeau à Tarbes, voilà. Où ils ont été super. En fait, il y a le vieux pédiatre à la retraite qui est venu s'asseoir sur mon lit. Il était là, je sais que là, c'est très dur pour vous, mais cet enfant, il va vous apporter énormément de bonheur et tout. Et j'ai fondu en larmes. Je repense souvent à lui, parce qu'il a raison. Mais ça a été une période très compliquée. Au final, on sort de la maternité. Au bout des 4 jours, on a passé 3 ou 4 jours à la maison. Et ensuite, moi, j'ai déménagé chez ma mère, avec le petit. Et en fait, du coup, cet enfant, mon fils, tu vois, je l'ai eu seul. Je m'en suis occupée seule. J'étais seule la nuit. Il n'y avait que moi qui me levais. Voilà, je l'ai allaité pendant 1 an. On est partis en Guadeloupe ensemble à un moment chez mon père. Ensuite, on a redéménagé à Paris parce qu'en fait, il y avait toujours ce truc où, comme j'étais seule, moi, je voulais pas rester dans le sud parce que c'était là que... Enfin, j'étais là-bas pour mon ex. Il y avait ma mère, mais voilà, je voulais soit retourner à Paris, soit partir à l'étranger.
Donc, à Paris, en fait, le souci, c'est que j'avais ma meilleure amie, mais en fait, c'était compliqué. On peut pas squatter chez des gens avec un enfant. Ouais. Soit je trouvais le travail, soit je trouvais le mode de garde, soit je trouvais le logement. Enfin, c'était compliqué. Donc, je suis partie en Guadeloupe un temps. Et puis, en fait, ma meilleure amie m'a appelée en me disant, écoute, j'ai trouvé une sous-location. Tu peux bosser avec moi à tel endroit. Vas-y, viens. J'ai une amie qui était en master à ce moment-là, Noël, qui m'aidait à garder mon fils sur Paris parce qu'elle avait besoin d'un logement comme elle était en stage. Et on s'est débrouillé comme ça. Ouais. Donc, ensuite, donc voilà, quand j'arrive à Paris, il a 1 an. On fait la première année comme ça. Je retourne travailler dans l'éducation nationale. Je devais partir en doctorat à Berlin. J'étais prise à l'Institut d'études américaines. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'avais déjà vu des trucs. Enfin, des fois, j'ai des flashs de ce qui va se passer. Et je me souviens, été 2020, après le Covid et tout, je vois un homme tenir mon enfant dans les bras à l'août 2022. Genre, ouais, l'été 2022. Et j'étais là, ma chérie... Genre 2 ans là pour refaire un enfant et trucs. Calme-toi, t'es complètement folle. Voilà, surtout que tu dois partir en doctorat à Berlin, donc ta tête, voilà. Et en fait, hiver 2020, je rencontre effectivement un homme. C'est l'amour fou. Ça va très vite. Ouais. Ça va très vite. Et en fait, le doctorat à Berlin, je suis là, ouais, les bourses baissent. Voilà, lui me propose de bosser avec lui sur un projet commun, donc sur une marque de vêtements. Et je dis let's go en fait. Et donc, au bout de 5 mois de relation, on décide d'avoir un enfant. Je tombe enceinte directement. Oh. Et là, je l'ai su direct. Donc, très différent. Ouais, là, je l'ai su direct. Au bout de 2 semaines, je savais que j'étais enceinte. Lui était à l'étranger à ce moment-là. Donc tu sentais les choses en toi? Je l'ai senti, ouais. Deuxième fois, je l'ai senti. Première fois, rien du tout. Vraiment à la ramasse. Enfin, voilà. Mon ventre qui était sorti d'un coup pour le premier. Enfin, n'importe quoi. Ouais. En plus, pour le premier, je me souviens vraiment, j'étais là, non, je suis pas enceinte et tout. Ouais. Tu crois que je suis enceinte? Mais non, je suis pas enceinte. Mais non. Je vais chez mon médecin de famille qui nous connaît depuis qu'on est petite, le médecin de ma mère et tout, il me fait... Et là, il me touche le ventre, il fait... Je vois sa tête qui change, je crois bien qu'il y a un bébé quand même là. Et mon ventre est sorti d'un coup, et effectivement, il y avait un bébé. Là, pour la deuxième, au bout de 15 jours, je savais, je savais que c'était une fille aussi. C'est fou, ça. Ouais. Les intuitions comme ça. Vraiment. Parce que, c'est un petit peu bizarre, mais moi, je pense que c'est au rapport où je savais que j'allais. Ah ouais? Mais moi, il y a eu parce ça. Parce que j'ai senti, en fait, mais j'ai senti. Tu sens que tu fécondes bizarre, tu sens c'était trop bizarre. Et la première semaine, vraiment, j'avais toutes les sensations dans mon ventre. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais j'avais l'impression que tout ce qui se passait, je le sentais, donc je comprends. Non, moi, j'ai été malade, je suis allée à l'hôpital. Je sentais un truc, j'avais super mal au ventre et tout. Et en plus, je suis tombée enceinte à mes 30 ans, en fait. On avait fait un méga anniversaire. C'est là qu'on signait les contrats en banque pour la boîte et tout. Tout en même temps. Et je sentais dans mon ventre... je suis allée à l'hôpital et tout, faire checker. C'était, non, vous n'êtes pas enceinte? Non, il n'y a rien. Non, machin. J'étais je me sens pas bien. En fait, j'étais enceinte. Donc, grossesse trop bien. Pas de complications. Pas de complications. Des vomissements... En termes si de vomissements, si, les vomissements, si. J'avais beaucoup de nausées. Ouais. Et en plus, une grossesse beaucoup plus longue. C'est vrai que j'en pouvais plus parce que la première, ma grossesse, c'était... ma grossesse, c'était 4 mois. Bah ouais. La deuxième, j'ai eu tous les 9 mois, en fait. Il n'y a pas eu de... Voilà. Et j'étais super malade au début, l'humeur compliquée, c'était l'été. J'en pouvais plus. Premier trimestre compliqué, mais après, ça a été. Après, ça a été, j'étais contente dans ma relation, j'étais contente dans les projets qu'on avait, j'étais contente dans tout ce qu'on faisait. On a obtenu un appart en plus, où on avait de la place pour tout le monde, donc ça allait être trop bien aussi. Franchement, voilà. Et surtout, en fait, comme on est à Paris, déjà, j'avais plus de connaissances par rapport à comment je voulais accoucher. Je lui ai fait des phases 1 mois avant. Ouais, on accouche à la maison, tant pis. J'avais trouvé une sage-femme qu'il fallait nous faire accoucher à la maison. Lui, il était là, ok, je te suis. C'est ton corps, tu connais. C'était quoi ton plan rêvé d'accouchement? C'était quoi? Moi, en fait, je veux pas qu'on me touche. Ouais. C'est moi qui sors mon bébé toute seule. Limite, on est tous les deux. Si on avait pu être tous les deux et faire ça, ça m'aurait été. Et lui, en fait, franchement, bonhomme, je peux rien dire parce qu'il était là. Ok, let's go. Genre, j'ai vu la peur dans ses yeux, il a dû dire, elle est folle. Mais il était là, ok, je te suis et tout. Il m'a vraiment fait confiance sur ça. Finalement, en fait, on a trouvé la clinique des Lilas, la maternité des Lilas, où ils font des accouchements naturels et voilà. Et franchement, ça a été génial. L'équipe là-bas, incroyable. Et effectivement, on m'a pas touchée. Ils m'ont laissé.
un travail ultra long. Cette fois-ci, ça a duré... Je me souviens, je suis allée voir mon ostéo, qui est incroyable, qui est toujours mon ostéo. Je lui ai dit, ouais, s'il te plaît, fais un truc parce que j'en peux plus. Elle me fait mal au bassin. Le travail il a duré combien? 3 jours. Mais en fait, l'ostéo, je lui dis, s'il te plaît, tu peux faire un truc, bouge mon bassin. Il était là, t'es sûr, parce que je pense que ça peut déclencher et tout. J'étais là, franchement, là, c'est bon, on est à 1 semaine, on était à 2 semaines, peut-être, j'en peux plus, en fait. Je rentre à la maison, j'ai des contractions. Ouais, et là, j'étais là, yes, ça y est. Sauf que ça a duré 72 heures. 74 heures, je crois que j'avais compté. Je sais plus combien exactement, mais plus de 3 jours de contraction. Donc, en fait, parce que moi, il y avait mon fils. Mon ex avait... Enfin, le père de ma fille avait ses filles aussi. C'était le week-end où on les avait à la maison. Oh my God. Donc, en fait, je jouais à Cluedo, à Monopoly et tout. Et tu sais, j'étais là... Ok, c'est bon, on continue à jouer. Et du coup, les filles, à la fin, elles ont vu un accouchement. Elles étaient là... Ça va aller, tata, ça dure qu'une minute. Genre pour les contractions. Et t'as eu les grosses contractions là, qui arrivent vers la fin. Tu les as eues pendant que tout le monde était là aussi? Ouais. Ouais. Dingue. Ouais. Donc, mais sauf que 3 jours, on n'en pouvait plus. Il y a un moment où elles étaient rapprochées à 1 minute. Donc, je suis allée à l'hôpital et c'était, vous n'êtes pas du tout dilaté et tout. Je suis là, je reste pas là, on rentre à la maison et tout. Et je savais que, comme pour le premier, en fait, ça risquait d'être, une fois que je perds les os, là, ça s'accélère. Donc, on a attendu que je perde les os, mais j'en pouvais plus. Enfin, je me souviens, on était dans le lit, je me mettais dans toutes les positions, vraiment, j'en pouvais plus. Puis toutes les minutes, lui épuisé, c'était la nuit, voilà. Et en fait, à un moment, il m'a tenue et je sais pas, contraction, bam, je sens que je perds les os. Et là, je suis là, ok. Et ça va mieux quand moi, je perds les os, ça va mieux. Je sais que ça va accélérer, mais ça va mieux. Et là, du coup, en pleine nuit, on va à la clinique. Eux, ils n'avaient pas capté. Parce que comme mon ex était très calme, parce que lui, il me voit gérer, en fait, il était là, ok, elle va accoucher, ok, on va la mettre dans une chambre, tranquille et tout. Et en fait, il me voit, les contractions super rapprochées. Lui, il avait dit non, c'est toutes les 10 minutes, ou je sais plus, pas réveillé du tout. Je suis non, mais en fait, moi, je pouvais pas parler. Je fais, mais en fait, c'est toutes les minutes. Donc, ils me placent le moniteur et tout. Ils sont là, en fait, je pense qu'on va te mettre en salle d'accouchement. Je tapais, Elle a perdu les os. Et ça a été super vite. Et en fait, juste trop bien. Juste, il me tenait la main. Il était à côté de moi. Ils avaient tamisé les lumières. Et elles étaient loin. Elles étaient là, c'est bien, vas-y, continue, c'est trop bien et tout. J'ai poussé 3 fois, bam. Oh, super. Et elles n'ont pas eu besoin de te toucher, pas eu besoin de... Pas du tout. C'est fou, ça. Pas du tout. Je me suis positionnée comme je voulais. Et c'est toi qui as sorti l'enfant avec tes mains? En fait, elle est sortie et je l'ai attrapée. Elles m'ont dit, c'est bon, tu peux l'attraper. Hop, je l'ai attrapée et je l'ai mise sur moi. Oh my God. Mais tu sais que je ne savais absolument pas qu'on pouvait accoucher comme ça. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait vraiment des personnes avec toi. Et puis souvent, elles sont 5, 6. C'est toi de mettre la pression à pousser et tout. Ouais, mais dingue. Incroyable. Non, moi, je savais très bien que... voilà. Super belle expérience. Hors de question. Ouais, franchement, c'était incroyable. En plus, il avait tout filmé et tout. Donc après, j'avais ma petite vidéo où je suis là, je pousse. Après, non, c'est pas maintenant. Ok, je pousse une dernière fois, la tête sort. Ok, je pousse une 3e fois, bam, elle est sortie. Hop, je l'attrape. On est resté comme ça pendant un long moment. En plus, il nous laisse dans la salle et tout, jusqu'à ce que je dise, ok, là, faut la nettoyer et tout ça. Et en fait, il est parti dans une pièce avec. Moi, j'ai dormi. Et ensuite, je me suis relevée. On était dans la chambre et voilà quoi. Incroyable. Je voulais direct rentrer chez moi. Ouais. Parce que j'aime pas rester à l'hôpital et tout. Sauf qu'en fait, comme je suis AB négatif, c'est compliqué pour les trucs de Résus et tout. Donc, je devais faire les injections là, de je sais plus quel produit. Donc ça, c'était chiant. Je voulais partir quand même. Ils ont fait appeler l'obstétricienne congolaise qui m'a appelé, ma fille, s'il te plaît, reste. Ma fille, je t'en supplie, reste. Ça va être compliqué si tu veux d'autres enfants, etc. Ça va être compliqué, je t'en supplie, reste. Je veux vraiment parce que c'est toi, maman. Parce que là, ok. Donc ils sont venus, ils m'ont piqué. Rofilac, je sais plus c'est quoi le truc, ouais. Donc c'est bon, après voilà, je suis restée un peu, on est rentré à la maison et au final tout allait bien, ils ont fait tous les tests dont ils avaient besoin, etc. C'est fou ça. Et par rapport à le postpartum du coup, est-ce que tu as senti des différences avec le premier ou deuxième? Comment tu as vécu parce que du coup, accouchement incroyable en fait, totalement naturel. Enfin, limite, ta fille et toi, vous étiez en pleine symbiose. C'est n'importe quoi. Même maintenant, on dort encore ensemble, tu vois, c'est pareil. Enfin, la continuité, l'accouchement trop simple et tout. Ouais, c'est fou. Mon fils, vraiment compliqué. Même, mon fils ventouse et tout, au final. Ça a été super compliqué, mais ma fille, super simple. Et pour le postpartum, mais en fait, pour le premier, j'ai pas pu me rendre compte parce qu'en fait, j'étais en pleine rupture, plein déménagements, je passais des concours en même temps. Tu vois, je faisais que pleurer, mais au final, je pleurais pourquoi, on sait pas. Est-ce que c'était pour la rupture? Est-ce que c'était pour le truc? Enfin, trop de changements en même temps. Donc, je pense que j'avais tout cet épuisement-là et tout. J'ai eu des trucs physiques plus, tu vois, genre des grosses carences en fer, des trucs comme ça la première fois.
La deuxième fois, ouais, par contre, j'ai senti. Enfin, on était posés à la maison et tout. J'ai senti que, tu vois, j'avais tellement de trucs dans ma tête et tout. Ça s'arrêtait jamais. J'en pouvais plus. Mais en réalité, tu vois, il y a le TDAH et tout. Pas diagnostiqué encore. Donc, je pense qu'il y avait tout ça. Il y a des moments, j'étais là, mais en fait... Enfin, à un moment, j'ai dit à mon ex, je suis en fait, j'ai envie de me jeter par la fenêtre juste pour que ça s'arrête, en fait. Juste pour plus entendre tout ça parce que j'en peux plus. Il dit, ah, mais tu veux mourir? Je dis, non, je veux pas mourir, je veux juste que ça s'arrête, en fait. Et c'est quoi qui te faisait... c'était les pleurs de bébé? C'était, en fait, non. C'était quoi? C'était pas la petite du tout, c'est juste moi-même et ma tête. Ouais. Ma tête, tu vois, j'allais revenir sur des tonnes de trucs. Tu vois, ça s'arrêtait jamais, en fait. Je pense que j'avais aussi les traumas du premier accouchement et de la première relation. En fait, c'est comme si tous mes traumas revenaient d'un coup. Pendant ce postpartum-là, en fait, alors que tout était réuni. Enfin, tu vois, on était dans un cocon, on était bien, on était heureux et tout, mais en fait... la chute d'hormones qui fait que tout se mélangeait, mon cerveau qui ne s'arrêtait jamais, et du coup, ça a été compliqué. Au final, je me suis plongée beaucoup dans le travail. Ça n'a pas duré longtemps, cette phase-là, tu vois, et j'étais là, je crois que j'ai envie de me jeter par la fenêtre, mais j'ai peur de me rater, on est qu'au 2e étage. Lui était là, arrête de suite. Je dis non mais c'est pas ça, mais en fait j'en peux plus et tout. Et en fait j'ai réussi à, en prenant soin de moi, en reprenant les trucs et tout, ça l'a fait. La petite, elle était incroyable, enfin, franchement. Parce que mon fils, il a pas dormi pendant 2 ans, je crois. Les 2 premières années, il dormait pas. Il se réveillait la nuit tout le temps et tout. Non, au moins les 15 premiers mois, ça a été compliqué. La petite, elle dormait avec nous, certes, mais elle dormait. C'était calme. J'ai repris le travail au lycée au bout de 4 mois. J'avais bossé pendant les 4 mois sur la marque de vêtements où je faisais les sites, où je gérais les pop-up, où je gérais plein de trucs. Au final, franchement, non, c'était trop bien. Non, ça c'est au moment où tu as décidé de reprendre soin de toi, de ça l'a poser avec tes pensées, ça l'a fait. Et tu as fait quoi concrètement pour ne plus penser continuellement? Parce que ça peut être dur aussi quand tu es dans ce truc, tu es dans ce cercle vicieux, tu penses. Tu as fait quoi concrètement? Est-ce que tu as mis des actions en place pour arrêter d'avoir ce truc où tu penses? En réalité, je pense que... Je sais pas si ça s'est arrêté un jour, c'est juste que maintenant, je sais mieux le gérer, en fait. Je pense que c'est mon cerveau qui est comme ça de base, sauf que maintenant, je réussis à... je ne m'impose plus rien, donc je réussis à sortir, en fait, ce qui est capable d'être des nuisances dans ma tête ou de prendre trop de pensées pour moi et de me concentrer sur le reste. Mais je sais pas, ça s'est fait plus ou moins seul, en fait. Ça fait plus ou moins seul. Je sais pas si j'ai tu vois, après j'étais tout le temps chez l'acupuncteur, le psy, vraiment prendre soin de moi, faire ce que j'avais envie de... Ça aide, le psy, quoi. Parce que des fois on peut se dire, même si tu dis que t'as réussi à enlever certaines pensées, le psy, il y a des gens, ils veulent pas aller chez le psy, parce que pour eux, s'ils vont chez le psy, c'est un problème. Mais déjà le fait que t'aies pu aller voir un psy, parler de tout ça... médecine chinoise, ça m'a c'est quoi exactement? C'est quand on te met les aiguilles dans le dos? Il y a les aiguilles dans le dos partout, sur le visage. Ça fait mal? Ça dépend. Il y en a qui touchent un petit nerf, un truc. Mais en fait, moi, je m'étais mise à la médecine chinoise, même pour ma peau, parce que j'avais une grosse acné. Entre mes 2 grossesses, en fait, j'avais une grosse acné hormonale. Voilà, là, j'en ai encore un peu, mais franchement, ça va beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant, j'avais des crevasses partout et tout. Et du coup, il me donnait des mélanges de plantes. Il me faisait des soins énergétiques. Il me faisait de l'acupuncture. Donc, déjà, je connaissais les bienfaits de tout ça. Donc, si tu veux prendre soin de moi, en fait, c'est... je sais que ça a toujours été essentiel. Ma psy, j'ai la même depuis 2016. C'est vrai que je la rappelle d'ailleurs, ça fait un moment. Ça fait un petit moment. Mais du coup, elle m'a bien aidée et tout, parce que elle me connaît en fait, tout le cheminement, tout le process, elle le connaît. Après, moi, je suis quelqu'un qui pense en arborescence et qui suit beaucoup dans ma tête et très créative aussi. Voilà, du coup, forcément, être tout le temps en train de penser, en fait, ça va être classique. Maintenant, faut apprendre à rediriger les pensées. Et surtout, tu as accepté d'être accompagnée. Tu t'es pas restée toute seule dans toutes ces pensées. Tu as pu parler aussi avec tes proches. Et je pense que c'est bien aussi le pas que tu as fait. Parce que je sais pas, en tout cas, pour les TDAH, il y a une difficulté d'aller se confier ou quoi. Mais en tout cas, le fait que tu t'es dit, j'ai pas forcément envie de rester toute seule dans ça. Et même juste, tu vois, la pensée, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, que tu aies pu le verbaliser et le dire. Enfin, je trouve ça ouf parce que tu as plein de personnes qui vivent vraiment des dépressions qui ne verbalisent pas et qui finissent par le faire parce qu'en fait, quand tu verbalises pas, tu te dis t'es un peu fou et finalement pourquoi pas le faire. Et franchement, le fait que tu l'aies dit, ça a pu mettre un point de non, là il y a vraiment un truc, les gars. Je pense que c'était des pensées intrusives. Après, la différence c'est que, moi de toute façon, depuis petite, je pense que je parle trop. Tu vois, je vais tout raconter. Comme ça, on sait, en fait, de le sortir, ça me permet d'aller mieux. Donc, là, le coup de la fenêtre, ça aurait pu être n'importe quoi, en fait. Mais oui,
tu vois, toutes les pensées intrusives que je vais avoir, je vais les sortir. Tu vois, si c'est... Bon, là, en l'occurrence, c'était mon conjoint. Maintenant, c'est ma story privée. Enfin, tu vois, ça... On balance. Une fois que c'est balancé, faites-en ce que vous voulez. Ouais, faites-en ce que vous voulez, mais au moins, je l'ai sorti. Donc là, en fait, la différence, en fait, c'est que j'étais pas seule. Parce que la première fois, j'étais totalement seule. Enfin, il y a un moment, on était chez ma mère et tout, mais bon, ma mère bossait, elle avait sa vie, etc. Il fallait que j'apprenne, de toute façon, à m'occuper de cet enfant qui était le mien. Mais là, en fait, lui, il y avait une grande famille, il y avait les enfants, il y avait ma psy, mais lui, il a plusieurs frères et sœurs et tout. Au final, il y avait du monde tout le temps à la maison. Donc, on m'a pas laissée, tu vois. Toute seule. On m'a pas laissée toute seule et j'ai pas eu le choix parce que sinon, je me serais isolée. Moi, j'ai besoin de m'isoler. Voilà, là, on m'a pas laissé le choix et au final, je pense que ça a aidé le postpartum. J'ai repris vite le boulot aussi. Ouais. Avec mon fils, j'avais mis plus de temps à reprendre et je faisais de la traduction. Enfin, je bossais de la maison et tout. Donc, je m'étais pas resociabilisée. Tandis que là, tout le temps, en fait, ne serait-ce que pour la marque, en fait, il y avait des gens qui venaient à la maison pour prendre des habits. Etc. Donc je rencontrais tout le temps des gens en fait. Donc j'étais pas isolée du tout et ça m'a aidée. C'est beau ça. Ouais, c'est ça qui aide aussi pour le postpartum. Ouais. Et j'étais avec quelqu'un aussi parce que le premier j'étais totalement seule. Deuxième j'étais avec quelqu'un. Donc en fait c'est même cette partie-là c'était même quelque chose de difficile à appréhender parce que c'était... Enfin, avant, j'avais eu un enfant pour moi toute seule. Là, je me retrouvais à apprendre à être mère avec quelqu'un d'autre. Enfin, on est censé être 2 pour avoir un enfant. Moi, je sais très bien le faire seule, mais c'est vrai que là, du coup, laisser la place à l'autre parent, je devais apprendre à le faire aussi pendant tout ça. Faire place à toute une famille, etc., dans la vie d'un enfant. Donc, vraiment totalement différent. Ça m'a aussi régulée par rapport à moi, mon enfance, parce que mes parents se sont séparés très, très tôt. Ma mère était très jeune aussi. Donc, de me dire, OK, je mets toutes les chances possibles du côté de ma fille. Elle aura pas les mêmes traumas que moi. Elle a son père avec elle qui est très présent. Elle a des grandes sœurs, elle a un grand frère, elle a une unité familiale qui est forte. Donc en fait, ça m'a réglé plein de trucs aussi. Donc je pense que en fait, le postpartum, ça a été tout un ensemble de choses qui ressortent, qu'on traite et qu'on apaise. Et le fait aussi que... c'est intéressant quand tu dis que ta fille ne vivra pas ce que toi, tu as vécu. Au début, tu l'as... Comment dire ? Tu l'as pris comment se... Parce que tu vois, tu as dû laisser la place aussi à l'autre partenaire, parce que toi, tu avais déjà eu un enfant par toi-même. Ça a été difficile ou pas de lâcher prise, ou tu l'as fait naturellement parce que tu t'es dit, de toute façon, ma fille, elle ne connaîtra pas ce que j'ai vécu. Parce que tu vois, quand tu sais tout faire, quand tu as vécu seule avec tes enfants... Non, je l'ai fait naturellement. Enfin, après, je suis toujours très indépendante, tu vois. Des fois, c'est dur, mais je suis indépendante sur tout. C'est même pas que sur les enfants. Donc, je dois faire le pas. Et lui, m'aider aussi, en fait, à dire, t'es pas toute seule. Même si tout ça je peux le faire seule, en fait là qu'il était là pour m'aider en fait et me le faire comprendre et tout. Donc au final ça s'est fait naturellement et puis même de dire je peux me reposer sur quelqu'un et je peux aller faire mes trucs là. Je vais faire mes ongles. J'ai allaité moins longtemps et tout. Enfin, tu vois, 4 mois, je peux retourner bosser, faire ma vie et toi, t'es avec la petite. Enfin, en plus, comme lui était à son compte et qu'on bossait ensemble sur la marque, en fait, il m'amenait la petite au lycée pour que je l'allaite. Donc, on déjeunait ensemble. Tu vois, donc là, franchement, ça a été trop bien parce qu'en vrai, j'ai repris le travail en mai. Et en juin, c'était déjà la fin de l'année. Donc au final, tu vois, on a continué comme ça. Après, la petite, l'été, on avait des pop-up, des trucs comme ça. On emmenait la petite sur les pop-up, on emmenait les enfants sur les pop-up et voilà, quoi. Donc finalement, le postpartum était vraiment plus doux de par cet accompagnement, cette vie-là et la stabilité qui était... Donc comme quoi, tu n'as pas besoin d'avoir peur si tu vas avoir un deuxième enfant. Non. Chaque grossesse est différente, c'est ce que j'entends de ce que tu dis, quoi. Enfin, tu sais, des fois, je vois des dames, elles ont des jumeaux. Franchement, faut se faire confiance. Après... Enfin, moi, là, j'ai plein de copines qui me disent « faire un enfant maintenant, je suis là. » C'est plus la conjoncture qui fait que c'est compliqué, c'est plus la société qui fait que c'est compliqué, mais en soi, pourquoi pas le faire, en fait. Enfin, mon ex, il m'avait dit une fois « c'est pas parce que c'est la fin du monde qu'on devrait arrêter de s'aimer. » Et en fait, en vrai, je suis là, faut bien vivre. Tu vois, dans la France à Macron, surtout. C'est ça, si t'as quelque chose qui peut t'apporter de la joie, du bonheur, et voilà, faut faire les enfants pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que moi, je sais que là, j'ai 2 enfants. Je sais que je suis en mesure de m'en occuper seule. Wow. Mais si en fait, tu fais ces enfants en te disant, je sais pas si je pourrais m'en occuper seule. Je sais pas si, en étant séparée, je serais aussi bien. Je sais pas si... faut pas les faire. Tu vois, en tout cas, moi, si je dois parler de ma crainte par rapport au deuxième enfant, c'est que, et je pense qu'il y a plein de femmes qui se retrouvent dans ça, c'est que je me dis, aujourd'hui, dans la France, à Macron, faire un deuxième enfant, ce serait insensé, tu vois. Je suis encore en débat avec ça, avec mon conjoint, parce que lui, il en veut. Mais je me dis, avec toutes les annonces de guerre qu'il y a,
Avec tout, même financièrement, hein, pas que ça, parce que même si les partenaires sont là, on va pas se mentir, c'est quand même la mère qui en donne le plus et qui en perd aussi d'un certain côté. Et moi, c'est plutôt ma philosophie, c'est de me dire, en effet, attends, mais si demain, t'es pas là juste, tu meurs. Moi, 2 enfants tout seul, ça reste chaud, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens où si tu peux pas te dire que seul tu peux y arriver, faut pas le faire. Après, tu en as d'autres qui se disent, oui, mais bon, votre relation va bien, vous allez pas vous séparer. Ouais, mais... En fait, on ne sait pas. On sait pas ce qui peut se passer. Pas du tout. Et je trouve quand même que c'est assez difficile parce que même si tu dis ok, ça va aller, etc., de se dire que une femme avec ses enfants toute seule dans un monde quand même qui n'est pas pour les enfants ni pour les femmes, c'est quand même assez difficile. Et en tout cas, moi, c'est ma philosophie de me dire tant que t'es pas prête à être solo, attends un peu. Tu vois. Après, il y en a d'autres qui disent bon, faites des enfants, comme Macron dirait, il faut repeupler le monde. Mais je suis quand même d'accord de me dire ça. Mais toi, t'as pas peur de... Enfin, comment dire? T'as pas eu peur, justement, de te dire que tu serais pas capable de faire tes 2 enfants, genre, de garder tes 2 enfants toute seule. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'ai toujours eu peur de me dire, demain, il se passe quoi que ce soit, je suis seule avec mes enfants, tu vois. Qu'est-ce que je fais pour la raison de guerre ou quoi que ce soit, tu vois. Juste de me dire, on reste en danger dans ce monde qui est quand même fait pour les hommes, tu vois. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu une grosse phase survivaliste l'année dernière. Donc oui, ça me parle. Écoute, j'ai commencé à faire des stocks d'eau et de trucs. Mais je suis allée loin. J'étais là, mais en vrai... J'ai fait la même chose. Mais bien sûr. Mais en fait, des conserves. Bien sûr. Moi, j'ai dit à ma mère, attends, mais en fait, j'ai fait un plan de rapatriement. Je me suis renseignée sur les producteurs locaux autour parce que, ok, il y a Leclerc en face, mais tout le monde va se précipiter sur le Leclerc et peut-être que là-bas, il y aura de la nourriture. De toute façon, en fait, ton réseau, ton écosystème, tu le bases pas sur un conjoint. Ouais, c'est vrai. On peut pas être dépendant que d'un conjoint. Il peut se passer n'importe quoi. Je souhaite ça à personne, mais enfin... Moi, quand je me suis séparée la première fois, je savais, la deuxième fois, jamais j'aurais pensé ça. Et la rupture, elle a été ultra rapide, en fait. Parce que moi, je reste pas dans un truc où je doute, ou voilà. Donc, très vite, ça a été prends tes affaires, faut que tu y ailles, tu vois. Donc, un ensemble de raisons qui a fait que. Mais moi, mes ruptures, elles vont très vite. Mais si j'avais commencé... Enfin, jamais je me serais dit qu'on en serait là, tu vois. Je pensais... j'ai un enfant avec cet homme-là. Oui, tu pensais finir ta vie avec. Ouais, on va se marier, voilà, tout est prévu, on bosse ensemble et tout. J'aurais toujours quelqu'un pour me protéger. Mais pourtant, quand j'étais dans cette relation, ma phobie, c'était... Imagine, il meurt, là. Ouais. Tu vois, donc au final, t'es dans une relation, t'es quand même en train de flipper s'il se passe quelque chose, donc tu deviens dépendant de l'autre personne. Tandis que si t'apprends à être dépendant de toi-même, et puis de toute façon, tu vois, on te dit, il faut un village, il faut avoir un écosystème. Il faut avoir un écosystème sur... Tu peux... Autant, tu vois, je suis très exigeante avec les hommes qui entrent dans ma vie. Je suis un peu certified male hater sur certains points, tu vois. Je suis très décentrée les hommes. Autant je suis une lover girl. Me dire, je sais que si tu comptes que sur... T'es avec l'homme de ta vie et tu sais que tu comptes que sur lui, mais ça te met aussi dans une position de danger, en fait. Si t'as plus ton écosystème et si t'as plus ton truc autour, comment tu fais? Tu peux compter l'un sur l'autre et tout, mais c'est... En fait, tous les scénarios sont possibles. Tout peut se passer dans la vie. Tout peut changer du tout au tout. Donc, vaut mieux avoir tout un écosystème. Vaut mieux avoir tout un écosystème pour pouvoir être protégé, pour pouvoir penser, tu vois. Moi aussi, des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir un 3e enfant. Voilà, je me dis, si je me remarie, ok, peut-être je ferai un 3e quand mes enfants seront plus grands, voilà, peut-être 38. Encore une des visions que j'ai eue. Tu vois, peut-être 38, voilà, j'aurai un autre enfant et tout. Et d'un autre côté, pareil, la conjoncture actuelle, enfin... Fait que tu te remets en question, que tu réfléchis bien avant de faire ça. Mais c'est fou parce que tu as dit un truc que j'ai posté dans ma story il y a pas longtemps, des centermen. On est dans un sujet de maternité, etc. Mais je pense que ça rentre bien dans le sujet. Parce que comme tu dis, on pense du coup que notre conjoint devient notre comment t'as dit la personne sur qui on s'appuie, oui. Mais des fois, on pense du coup... dépendre de ce conjoint-là. Qu'on peut pas faire sans. Et qu'on peut pas faire sans, mais finalement, même quand tu es dans une bonne relation, c'est super important de décentrer ça parce que tu vas te concentrer que sur ça. Et on en parlait dans un des épisodes du podcast, je crois que c'était sur la sexualité après l'accouchement, ce fait que c'est hyper important de se remettre d'abord soi en avant, parce qu'en fait, ça joue sur tout, ça joue sur la sexualité, sur le bien-être, etc. Et ce truc de décentraliser les hommes, parce que nous, on grandit
le prince charmant, il va prendre soin de toi. Hein, ouais, moi, j'ai pas eu ça du tout. Mais oui, mais j'ai plein de copines, c'est ça. Ou qui ont leurs parents ensemble. Tu vois des écosystèmes où t'as... Mais du coup, en fait, ça nous enferme. Ça nous enferme. Parce que t'as plein de femmes qui restent dans des relations, en fait, en se disant, ouais, mais en fait, ça fait tant de temps que je suis avec lui. Si je veux des enfants, comment je fais? Et du coup, elles restent dans des trucs où ça correspond pas forcément, où tu sais que voilà... Et tu sais, avoir un enfant, tu le sais aussi, ça rajoute des difficultés. Donc, il y a plein de femmes qui restent dans des trucs en se disant... Ouais, mais c'est le père de mes enfants, ou alors c'est avec lui que je vais avoir des enfants, du coup il faut que j'y reste et tout, coûte que coûte. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, ce que lui il fait pas, il y a un autre qui fera. Et aussi, il y a. Enfin, on a tendance à placer tout ça, à se dire qu'on a une horloge biologique et tout. Enfin, moi, dans ma tête, en fait, je savais que homme, pas homme, j'aurais des enfants, je serais mère, en fait. Moi, j'ai tellement de matriarches de l'autre côté que, ouais, des fois, quand je discute avec mes copines, mes meilleures amies qui ont grandi avec papa, maman. On sent en fait dans notre façon d'appréhender les relations, ça va être totalement différent. Moi, j'ai ma vie de femme, j'ai ma vie de mère, et de l'autre côté, j'ai cette vie de femme où il peut y avoir un homme dans ma vie, mais en fait, moi, j'ai déjà mes enfants et j'ai déjà mon truc est fait. En fait, ma famille est faite. Parce que quand tu étais petite, déjà, tu n'as pas forcément vu le même schéma que tes amis, c'est ça? C'est-à-dire que toi, tu as grandi dans un schéma qui fait que automatiquement, tu te disais... que l'homme ou pas il soit là, moi mes enfants ils seront là en fait finalement. C'est ça. Et s'il y en a un, c'est la personne que j'aurais choisie qui me fera du bien, quoi. Exactement. Parce que des fois c'est pas forcément, tu peux avoir des enfants avec quelqu'un et c'est pas forcément lui qui sera la meilleure personne pour toi. Ça peut être un père exceptionnel, mais c'est pas forcément des fois il y a des trucs de timing aussi, tu vois. Genre peut-être là à l'heure actuelle, si on me mettait dans une relation avec le père de ma fille, peut-être que là ça irait parce que il y a tel ou tel facteur, ou avec le père de mon fils, ou voilà. Sauf que si tous les facteurs ne sont pas réunis, tu vois, t'as la question du timing et tout. Et moi, dans ma tête, en fait, tu sais, même j'allais chez des amis, j'étais là, il y a un père. Et c'est comment, vous faites quoi avec? Enfin, genre, tu vois, il est sur le canapé, il regarde les matchs, il regarde la F1 le dimanche. Il vous emmène faire... Ah, ok, ça, voilà. Mais moi, chez moi, il n'y avait pas ça. Enfin, il y avait mon beau-père, mais déjà, il était plus jeune. Enfin, les figures paternelles, en fait, pour moi, c'est pas forcément le père. Tu as un écosystème. Et c'est pour ça que l'importance de l'écosystème, moi, j'ai mes frères, j'ai mes cousins, j'ai d'autres hommes qui vont être présents, en fait, pour mes enfants. Mes enfants ont leur père également. Mais en fait, je base pas tout. Je suis pas obligée d'avoir un homme dans la maison, en fait. Surtout que si tu as un homme dans la maison, il va pas forcément être la meilleure version de lui-même. Enfin, tu sais, tu peux avoir des frustrations et des trucs, et il sera peut-être pas la meilleure version de lui-même et disposé pour avoir des enfants tout le temps, et peut-être que c'est compliqué en fait. En fait, t'as préféré ne pas, parce que quand tu parles, c'est vraiment, ça me fait penser à moi quand j'étais petite, parce que du coup mon père était pas du tout présent, enfin bref, et papa quoi. Et je me disais, mais en fait, la vie, elle continue, que les hommes soient là ou que les hommes ne soient pas là. Maintenant, est-ce que parce que je sais que moi ça m'a beaucoup frustrée, parce qu'on me disait non mais toi t'es trop dur et tout avec les hommes. Je disais j'ai pas le choix en fait, parce que l'idée c'est pas que le gars il soit là juste pour faire pom pom girl et c'est tout. J'ai besoin d'un partenaire, de quelqu'un qui soit là, quelqu'un qui soit présent. Est-ce que des fois on te fait pas aussi le reproche du coup d'être dur parce que t'as des personnes qui acceptent de vivre avec des hommes, franchement ils foutent rien, franchement ils sont là, ils font que dalle. Est-ce qu'on t'a pas reproché? Parce qu'on parle souvent de nous comme étant des... Comment on appelle ça, là? Automitants. Les indépendantes. Ouais, automitants, comme tu dis aussi. On te l'a reproché. Mais déjà, qui va venir ouvrir sa bouche sur quoi que ce soit par rapport à moi, en fait? Déjà, non, il n'y a personne qui m'a rien dit. Je sais que si un homme entre dans ma vie, c'est qu'il a les épaules et qu'il est en mesure de faire. Et s'il n'est pas en mesure de faire, il ne sera pas là. Je fais déjà tellement de trucs moi-même. Tu sais, il y a des gens, ils osent te dire t'apportes quoi à la table? En fait, j'apporte tout. Je suis pas serveuse en fait. Déjà, je vois pas ce que j'ai à apporter à la table. Et en vrai, peut-être que je suis la table, tu vois. Enfin, tu vois, tout ce discours-là, il est étrange. Je pense qu'on a perdu certaines valeurs, etc. Et moi, il y a jamais personne qui m'a dit ça en fait. Jamais personne m'a dit ça. Au contraire, ça permet de step up. T'es obligé de step up. Quand t'es avec une femme comme ça, en fait, t'es obligé de step up parce que, et puis moi en plus, j'ai pas de... autant je peux être douce et tout, mais s'il y a un truc, en fait, je ne réussis pas à garder les choses pour moi, donc je vais dire ça va pas, ça va pas, il faut que tu fasses ça, j'ai besoin de ça, je me sens pas bien là, j'ai besoin que tu step up. Donc ça permet à tout le monde de step up et d'évoluer. Et moi-même, en étant avec des hommes qui font des choses et tout, ça me permet moi aussi de step up et d'évoluer en fait. Les relations, en fait, moi je pars du principe que les relations,
on sait pas combien de temps ça dure, etc. Mais t'es obligé de repartir avec quelque chose. T'es obligé de repartir avec quelque chose. Ça t'aide, soit ça te nourrit, soit ça t'aide à grandir. Tu donnes et tu reçois. Donc, faut que les trucs soient équilibrés. Donc, en face de moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit au même niveau d'aspiration, au même niveau... et c'est pas forcément monétaire, c'est pas forcément... mais ça va être dans ce que la personne apporte. Ça peut être l'aura, ça peut être le respect, ça peut être la sécurité. Moi, je reste encore persuadée que les hommes, en fait, doivent apporter une forme de sécurité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit... voilà. Mais être avec quelqu'un qui fait rien, qui t'appelle et on te... Je peux pas laisser des trucs comme ça dans la vie. Ouais, t'appelles et tu dis j'ai une galère, tiens, il me manque temps pour faire les courses, ma machine à laver, on te laisse comme ça dans la galère. Je suis désolée, j'espère que ça va aller. Je peux pas. Et c'est fou parce que je pense que c'est un truc où les femmes de notre génération, et surtout, moi je me considère encore plus jeune, elles ont décidé, on va pas vivre ce que nos mères elles ont vécu en fait. C'est pas parce que t'as fait ça à maman que moi je vais revivre la même chose, ce cycle-là, même s'il va falloir que je fasse des erreurs, parce que c'est difficile aussi de les rencontrer, ces personnes-là qui sont différentes, etc. Parce que tu rencontres le gars, il a l'air parfait, etc. Son CV, tu lis le CV, 2-3 mois tu dis le CV est bien, et puis après le CV il change parce qu'il avait un peu mytho sur ses compétences. Donc c'est difficile en vrai de rencontrer la personne qui fait que ça change. Mais finalement, ce que j'admire chez toi et ce que je vois en tout cas dans ton témoignage, c'est que toi, il y a ça qui va pas, mes mecs là, tu t'améliores pas, je peux pas rester dans un truc. Et nos mamans, elles n'arrivaient pas à faire ça, tu vois. Moi, combien de fois je me demandais, mais maman, quand même, il s'agirait de partir. Et où tu sens qu'elles souffrent aussi parce qu'elles se disent, il y a les enfants. C'est ça, t'as la pression sociale, t'as le truc, mais enfin, je sais pas comment t'as vécu, mais moi j'ai le souvenir de quelqu'un qui arrive, t'entends la voiture ou t'entends la moto, t'es en panique. Soit tu vas dans la chambre te cacher, soit tu ranges vite parce que mince, j'ai oublié, enfin tu vois. J'ai pas envie que mes enfants vivent comme ça. J'ai pas eu des partenaires comme ça, Dieu merci. Enfin, j'ai toujours rien à voir. Les séparations, c'était pas pour ça. Mais moi, je sais que dans ma maison, je veux pas de ça en fait. Où t'as un homme juste pour avoir un homme dans la maison et en fait, c'est lui qui fait sa loi et tout le monde est stressé en fait. Le leadership d'un homme, il se fait pas par la crainte en fait. Il se fait par la nature de l'homme. Selon moi. Donc, si, en fait, ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, moi-même, je suis très bien leader. L'autorité, ça ne se réclame pas, en fait. Le respect, ça ne se réclame pas non plus. Ça se fait naturellement. Donc, tu vois, en fait, l'important, c'est que tout le monde soit heureux, tout le monde soit épanoui, en fait, au sein d'un foyer. Peu importe quelles sont les figures. À partir du moment où c'est équilibré, à partir du moment où tu es en mesure de choisir des figures alternatives qui soient bonnes pour le développement de tout le monde. Par rapport à tes enfants, tes petits bouts, ça veut dire que c'est des valeurs qui sont super importantes pour toi, etc. Comment tu arrives à leur transmettre au quotidien? Tu vois, moi, par exemple, mon petit, il a 2 ans. Bon, j'essaye de lui transmettre des trucs. Pour l'instant, il comprend, mais il comprend pas tout. Mais comment tu arrives à leur transmettre tout ça, qui tu es et justement, comme tu as pu voir un peu la différence entre le premier et le deuxième, comment au quotidien, tu arrives à juste leur partager tout ça, plus le fait que tu entreprennes. Et ma dernière question, c'est, du coup, ils sont demi-sœurs et frères, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu arrives à... Enfin, ils font pas la différence? Ils arrivent à vivre avec ça? Nous, on a été élevés en disant, si t'es dans le même ventre, c'est ton frère. Ouais. Et même, en vrai, même si c'est juste t'as le même père, on dit aussi frère et sœur. Mais là, en l'occurrence, ils ont été dans le même ventre. Et ils grandissent dans la même maison, donc il n'y a pas de... Ils ont peu de différence d'âge aussi, quoi. Ah oui, super. Donc... Comment... je pense que déjà, ils me voient évoluer au quotidien. Donc, de me voir évoluer au quotidien, et moi, je fais ce que je veux et je fais ce que j'aime et j'ai décidé de ne pas me fixer de limites. Donc, ils voient ça, en fait. Ça leur sert d'exemple. Ok, maman, elle est capable de faire ça. Ouais, exactement. Ma fille, l'autre fois, elle était au téléphone avec son père. Elle était là, maman, elle est trop belle, maman. Et maman, elle a plein de livres. Et maman, elle est trop heureuse. Maman, elle a plein de fleurs dans sa maison. Et du coup, j'étais là, en vrai, j'ai réussi ma vie, tu sais. Incroyable. Maman est heureuse, maman est trop belle, maman elle a plein de fleurs. Ça t'a ému un peu que t'entends ta fille dire ça ou pas? Ça m'a fait un truc parce que je me dis que ça lui sert d'exemple aussi, tu vois. Et puis il y a ce truc aussi au niveau des relations, ils ont jamais vu. Tu sais, tu peux avoir des relations qui s'étirent pendant longtemps et papa n'aime plus maman ou il traite plus forcément bien maman et du coup t'as pas cet exemple-là où tu vois comment un homme doit traiter une femme. Eux, ils ont pas vu de trucs négatifs comme ça en fait. À chaque fois, ils m'ont jamais vu pleurer, ils m'ont jamais vu. Tu vois, et ça, c'est super important, en fait. Genre, moi, je leur explique, maman, elle se choisit toujours.
Parce que le plus important pour pouvoir s'occuper de vous, c'est que maman se choisisse, qu'elle soit forte, etc. Maman, elle fait ça, maman, elle fait ça. Et eux, ils le voient. Et puis de toute façon, ils participent. Mon fils, il a vu toutes les entreprises qu'on a eues. Ma fille, elle grandit avec un père entrepreneur dans la mode, une mère entrepreneur dans les cosmétiques et dans la communication. Donc, ils voient ce qui se passe. Enfin, tous les meetings, pendant longtemps, ils ont été à la maison. Mon fils, il est dans la vidéo qu'on avait fait avec Ancré. Enfin, ils sont là tout le temps, en fait. Ils font partie intégrante du rythme. Tout est calculé autour d'eux. Et c'est ça qui leur sert d'exemple, en fait. Le fait que moi, je refuse de me poser des limites, je refuse d'être malheureuse, je refuse de rester dans des situations qui risquent de me desservir et je me choisis toujours. Genre, je me choisirai toujours. Ça, ils en ont conscience. Parce qu'ils savent qu'en te choisissant toi, tu les choisis eux aussi. Exactement. En étant une maman heureuse, une maman épanouie. Et par rapport à... C'est vraiment beau tout ce que tu dis et ton vécu par rapport à tout ça. Et je pense que ça peut vraiment encourager une maman qui soit a vécu ce que tu as vécu ou qui soit est sur le chemin. Qu'est-ce que... Même si tu le dis déjà, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à une maman qui, premièrement, est dans ce passage du deuxième enfant par rapport au sujet, mais qui aussi passe par une période qui peut être compliquée, qui n'arrive pas à se prioriser, elle, dans sa maternité, tu vois. En fait, à partir du moment où on ne se priorise pas, tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment se choisir, parce que si on ne se choisit pas, ça revient plus tard. En fait, si tu te sacrifies pour ton conjoint, pour ton conjoint s'il y a, ou pour tes enfants et tout, le problème, c'est que en fait, ça se base sur la rancœur, d'une certaine façon. Genre, moi, mes enfants, en fait, là, si je me sacrifie totalement pour les enfants et je fais que ce que les enfants veulent et j'établis tout autour des enfants, mais sans penser à moi, il y a un moment, en fait, les enfants, ils partent, ils font leur vie. Donc, ça veut dire que moi, j'aurais tout basé. Et ensuite, je vais être chez mon fils et sa belle-fille... Occupez-vous de moi. Non, mais moi, mon fils. Non. Moi, depuis le départ, en fait, un enfant, c'est une succession de séparations. Ils sortent de ton ventre, ils commencent à marcher, ils n'ont plus besoin de tes bras, ils vont à l'école, ils passent leur bac, après, ils ont le permis et ils ne te calculent même plus. Donc, l'important, en fait, c'est de leur donner le meilleur exemple, d'être là pour toutes les phases de leur vie. Mais en fait, pour être le meilleur exemple, il faut que je me choisisse moi en permanence. C'est pas possible autrement. Donc, je pense qu'il n'y a pas le choix, parce que même si tu fais tout pour un homme, c'est pareil. Il y a un moment où, tu sais, on te dit... t'as des relations, des fois, où la personne te dit ouais, t'as fait tout ça pour moi, mais moi, je t'ai pas demandé, en fait. Oh my God. Mais oui, c'est la vérité. Oui. Qui t'a demandé de te sacrifier, en réalité? Qui t'a envoyé, en fait? Ouais. Non, mais... Ouais. C'est relou, mais ouais, j'ai renié ma famille, j'ai quitté mon pays pour toi. J'ai quitté mon pays pour... Mais qui t'a dit? Qui t'a envoyé? Qui t'a dit de faire? Toi, tu voulais faire quoi? Pour toi, tu as fait quoi, en fait? Moi, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai annulé des mariages. Ouais, j'ai annulé des mariages 2 fois. Ouais, j'ai rompu des fiançailles. Ouais, je suis partie à la maternité. Oui, j'ai quitté le pays. Oui, voilà. Oui, j'ai fait le choix de... Mais on est où maintenant? Tout le monde est bien, non? Donc, en fait, il y a pas le choix. Je peux pas vivre dans le regret, en fait, et n'importe quelle femme ne peut pas vivre dans le regret de ce qui aurait pu être si elle s'était choisie, en fait. À partir du moment où tu te choisis, tout s'aligne. Genre, ce qui rentre dans ta vie, en fait, c'est fait pour toi et c'est fait autour de toi. Et l'écosystème, en fait, ça faut se remettre au cœur du projet, faut se remettre... En fait, c'est... À chaque femme qui verra ça, en fait, c'est votre monde. Les autres vivent juste dedans, en fait. Les autres vivent juste dedans. C'est des add-ons. C'est des plus, c'est des trucs positifs qui doivent arriver. Et toi, tu dois être ton propre plus. Bah ouais, c'est ça. C'est la base, en fait. Et je pense que ça, on a eu tendance à l'oublier, à croire que le sacrifice, ça allait apporter quoi que ce soit. Pour qu'on te dise dans 20 ans, qu'on prenne la version de toi plus jeune pour te dire moi, je t'ai pas demandé, en fait. C'est fou, ça. Je t'ai pas demandé de faire 3 enfants, je t'ai pas demandé de trucs, je t'ai pas demandé de tout cuisiner, d'être belle, de machin. Enfin, si, en vrai, ils demandent. Mais ça veut dire, tu passes ton temps à la cuisine... Ça veut dire qu'à la fin, il faut penser à soi, parce que si quelqu'un est capable... Parce qu'en vrai, la personne qui va te dire « je t'ai pas demandé de le faire », même si ça fait mal, il n'a pas tort non plus à 100%. Mais il faut être égoïste. En fait, les hommes se choisissent... En fait, je pense... En tant que femme, en fait, les hommes se choisiront toujours. Et c'est logique. Et on devrait, nous aussi, se choisir toujours. On est là, ouais, ils sont égoïstes. Non, c'est juste qu'ils choisissent toujours. Ah, j'ai mieux là, ok. Ah, je veux... Ok. Pourquoi nous, on ne ferait pas pareil? En réalité, en fait, ça rééquilibre. C'est juste qu'on a oublié de se placer au centre de tout parce qu'on nous a appris le sacrifice. Soit tout le monde se sacrifie, soit personne se sacrifie. Ça remet en question, en fait, toute la société dans laquelle la femme a évolué. La mère porteuse... La mère, et même au moment de... Je ne sais plus si c'était la Première ou la Seconde Guerre mondiale, quand les femmes sont allées bosser, et qui sont tous allés à la guerre. En plus, après, ils sont revenus, elles ne voulaient plus rester à la maison. Ils ont dit, ouais, mais normal, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin. T'as juste servi à nous aider. Elle a dit, ouais, mais je ne veux plus, en fait. Regarde, juste là, être...
Regarde en Allemagne, le taux de natalité qui est super bas. Pourquoi ? Les gars, vous ratez 2 guerres. Et ensuite, vous revenez, et on a bossé, on a charbonné et tout, et ensuite, il faut vous écouter. Non, on a déjà fait. On va plus faire d'enfants juste parce qu'il faut repeupler. C'est ça, on fait des carrières, on fait des trucs. Et du coup, ça oblige la société aussi à s'adapter parce que du coup, tu vas donner des primes, tu vas faire des aides, tu vas faire évoluer le système de sorte à ce que les femmes... Voilà, ici, on nous parle de réarmement démographique. On souffre déjà tous les jours et tu veux qu'on aille réarmer démographiquement. Encore, en France, ça va, tu vois, t'as des modes de garde, t'as des trucs... voilà, mais ça pourrait être encore mieux. Ouais. Pourquoi on se sacrifierait alors qu'on peut faire encore plus de choses Donc, en tout cas, le mot, les filles, c'est... Pensez à vous, c'est le plus important. Vraiment. Et le plus tôt possible. Ouais. Ben, franchement, merci Maëva pour ce partage. Avec plaisir. Dingue. Vous pouvez la suivre, très intelligente, très belle, très talentueuse, sur ses réseaux qu'on va mettre juste en barre d'infos. Et on se retrouve dans un prochain épisode.